Citoyens du monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nouveau débrief à ce jour, alors un débrief un petit peu retardé qu'à l'accoutumée, je vous l'accorde. Hier soir, je me suis rendu au stade pour la première fois de la saison pour assister au match entre Nantes et Lille que je vais débriefer aujourd'hui. Alors, on a vu quand même pas mal de choses intéressantes, mais aussi de moments un peu de désillusion. Je pense que l'idéal pour expliquer un peu cette rencontre, pour expliquer un petit peu la physionomie du match, serait de commencer par le commencement de cette journée de dimanche avec une interview qui sort dans l'équipe de Luis Castro, une super interview qui aura fait vraiment une pleine page, qui a beaucoup été relayée aussi dans les médias nationaux, où il dit assez clairement, l'entraîneur portugais, qu'il pense qu'on l'a pris à Nantes pour qu'il mette en place voilà, ses ambitions de jeu, ses intentions assez offensives, son pressing haut. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, même s'il a conscience qu'il n'a pas forcément des joueurs et l'effectif avec la qualité requise pour pouvoir mettre en place ce style de jeu-là, il ira jusqu'au bout de ses intentions parce qu'il pense que c'est pour ça qu'on l'a pris à Nantes. Et je trouve ça assez intéressant et je pense que ça explique un petit peu aussi le début de match de Nantes parce que, pour vous résumer un petit peu la rencontre, on a vu un FC Nantes en très grande difficulté dans les 15 premières minutes avec beaucoup d'erreurs à la relance. On sait, un des principes de Luis Castro est de vouloir reconstruire de derrière et ça a coûté cher très tôt dans le match finalement au FC Nantes avec déjà à commencer. Au début, c'était pas forcément des pertes de balles de la défense nantaise, mais des pertes de balles aussi du milieu de terrain nantais. L'absence de Johan Le Penant s'est beaucoup fait ressentir en ce sens-là, c'est-à-dire que du coup, Kwon était de nouveau titularisé en numéro 6, c'est Mwanga qui prenait une place un peu plus haute dans le milieu de terrain. Le problème de Kwon, on l'aime bien, hein, il a beaucoup d'envie, il fait quelques interventions défensives, à chaque fois on se dit « Ah ouais, c'est super », mais alors par contre, au niveau de la relance, c'est catastrophique, et du coup, on a demandé et on a fait peser un peu la responsabilité de la première relance à Anthony Lopez, à Chiedozie Awaziem et à Tillel Tati. Les Lillois l'avaient bien compris, ils ont bien cerné d'ailleurs les deux défenseurs centraux nantais pour les gêner dans leur première relance, avec deux attaquants axiaux, Olivier Giroud et Akon Haraldsson, donc un sur chaque défenseur central, et en gros, voilà, ils harcelaient clairement le porteur du ballon dès la première relance, et on a senti, donc au début ça a été des pertes de balles de Mwanga, de Tabibou aussi, qui a perdu des ballons vraiment dangereux, et puis à un moment il y aura une perte de balle qui sera fatale à Nantes dès la 8e minute de jeu, avec Chiedozie Awaziem qui met 300 ans à faire son 6 mètres, hein, parce que je crois que c'est un 6 mètres, et à Nantes c'est très rare de voir ça, le 6 mètres est tiré par le défenseur central. Alors moi je n'aime pas du tout ce principe-là, mais bon, c'est visiblement le cas à Nantes depuis le début de saison, et donc Chiedozie Awaziem tarde énormément, au final il fait un mauvais choix, il essaye d'allonger un peu plus long, c'est contré je crois par Haraldsson qui fait un 1-2 magnifique avec Olivier Giroud avant d'envoyer le ballon hors de portée d'Anthony Lopez, donc sur une erreur terrible de relance nantaise, Lille ouvre le score. Alors il en fallait pas tant pour les Lillois qui s'attendaient peut-être justement à peut-être galérer un peu face à cette défense nantaise pour pouvoir ouvrir le score. Au final on leur donne un but à l'extérieur, comme ça le plus dur était fait pour eux dès la 8e minute de jeu, et au final on leur a énormément facilité la tâche dans cette victoire lilloise. Et ces premières minutes de jeu là expliquent aussi un peu pour moi, peuvent être mis un peu à côté de déclarations de Luis Castro le matin même, avec voilà, cette volonté de vouloir aller jusqu'au bout de ses intentions, même s'il n'a pas forcément la qualité requise. Et pour moi, à la relance, Nantes n'a pas du tout la qualité requise. Cette charnière centrale là, qui est plutôt une des, je ne vais pas dire une des satisfactions, mais là où on l'attendait assez faiblarde, elle est globalement moyenne en ce début de saison de Ligue 1. Je trouve que néanmoins, peut-être qu'à la longue, ça peut devenir un véritable point faible, parce qu'en fait, c'est une défense qui, quand on regarde la plupart de la rencontre, quand on dézoome un peu le match, Awaziem, Tati, globalement, c'est une charnière qui fonctionne bien, si on dézoome vraiment au maximum le match. Mais quand on zoome vraiment par séquence, à chaque fois ils ont peut-être 10-15 minutes de trou d'air où ils font des erreurs palpables. En témoigne évidemment Chiedozie Awaziem, pour moi c'est le meilleur exemple. C'est un joueur qui va te faire 80 minutes dans le match qui vont être vraiment très cohérentes, mais par contre il va toujours te faire à chaque match ces 2-3 bourdes, et c'est des bourdes qui à chaque fois coûtent vraiment cher. Là en l'occurrence c'est une bourde à la relance face à Brest. À un moment tu sais pas pourquoi il part balle au pied, il perd le ballon contre-attaque, Anthony Lopez est obligé de la sauver. Je crois que c'était la tête de Eric Junior Dinaï Mbembe, donc c'était il y a 2 semaines, le match avant la trêve, et à chaque fois il va te faire une ou deux erreurs qui te coûtent très cher. Donc on sait pas trop sur quel pied danser avec Chiedozie Awaziem
Awaziem en ce début de saison. Évidemment, il faut aussi mettre en relief que Awaziem, c'est un mec qui a connu beaucoup de clubs depuis son départ du FC Nantes. Il n'a jamais réellement su se poser quelque part. Il vient de MLS. À ses côtés, c'est un jeune de 17 ans qui traversait une période un peu plus compliquée là, avant sa blessure, où il avait eu 2-3 matchs où il avait été un petit peu moins bon qu'en tout début de saison. Donc c'est pas une charnière qui est en très grande confiance non plus. En fait, c'est une charnière qui est prometteuse, mais qui pour le moment n'est pas réellement au niveau d'un match comme ça face à Lille. Et c'est ces erreurs-là qu'il faudra à tout prix gommer, sinon on veut réussir à avoir un minimum d'ambition dans cette Ligue 1. Elle coûte vraiment très très cher au FC Nantes en ce début de saison. Donc voilà, des erreurs de relance de la charnière évidemment, des erreurs aussi de technique au milieu de terrain. Donc là, la bataille du milieu, encore une fois, Nantes l'a perdu. De toute façon, c'est très simple. Depuis le début de saison, je crois que la bataille du milieu, on a dû la gagner à seulement 2 reprises. C'est sur le match face à Auxerre, on gagne 1-0. Et sur la deuxième mi-temps face à Rennes, on revient à 2 buts partout alors qu'on était mené 2-0 à la mi-temps. Donc globalement, quand Nantes gagne la bataille du milieu, ça va tout de suite beaucoup mieux. Mais sur le reste de tous les autres matchs, on peut tout prendre. À chaque fois, on se fait bouffer au milieu de terrain. C'est vraiment, je pense que c'est le secteur de jeu où Luis Castro a le plus de mal à mettre en place sa patte. Moi, j'ai une explication un petit peu à ça, et d'ailleurs, je trouve que c'est assez criant quand on voit un peu l'expérience lilloise dans ce secteur de jeu-là, avec un Benjamin André qui ferait un bien fou à Nantes. Je pense que c'est typiquement, alors il ferait un bien fou à beaucoup de clubs, hein, évidemment, c'est une évidence ce que je dis, mais ce que je veux dire par là, c'est avoir un mec d'expérience. En soi, Coquelin est censé l'être, mais on sait que tu peux rien construire avec Francis Coquelin parce qu'il dépassera pas les 10 matchs sur toute la saison avec tous ces problèmes de blessures on ne peut plus récurrents. Mais voilà, il te manque un mec d'expérience au milieu, un relanceur calme, il te manque du sang-froid dans ta colonne vertébrale, et Nantes n'en a pas, parce que Awaziem, qui est le seul joueur avec un peu d'expérience sur toute cette colonne vertébrale là, même lui est un peu foufou dans le style de jeu, et il tente des choses parfois très dangereuses. Alors il n'y a pas à dire, hein, au niveau de sa relance, ça reste un très bon relanceur, son jeu long quand il va chercher Ablin, etc. Je trouve ça intéressant, mais c'est vrai qu'au final, le fait que Yekwoun là en numéro 6, et que du coup on sait qu'il ne faut pas trop passer par lui pour essayer de relancer, au final on donne trop de responsabilités à ces joueurs-là, même à Anthony Lopez. Et sur la première mi-temps, surtout sur les 20 premières minutes, Nantes a accumulé des erreurs et des erreurs. On a pris des vagues par moment. Haralson a touché le poteau sur une perte de balle de Thial Tati qui s'en allait balle au pied, qui a tenté de dribbler alors qu'il était quasiment en position de dernier défenseur. Bref, c'était du grand n'importe quoi les 20 premières minutes. S'en est suivi une grosse occasion nantaise qui va vraiment débloquer un peu la rencontre. C'est un débordement d'Herba Guirassi qui pourtant n'aura pas fait une première période incroyable. Il va voir son centre atterrir au deuxième poteau et revenir dans les pieds de Mathis Ablin, dont la reprise de volée du gauche est détournée par le pied de Berkeheuser sur la barre transversale. Ensuite, Nantes aura une nouvelle fois une grosse occasion et touchera la barre une seconde fois juste avant la mi-temps. Bref, Nantes aura eu peut-être 3-4 occasions vraiment dangereuses dans ce match-là. Mais c'est tout. Là où Lille, les plus grosses occasions qu'il se procure, c'est sur des erreurs nantaises, et cela même surtout en première mi-temps, là où Nantes en seconde période fera peut-être un peu plus jeu égal à Lille, qui était un peu plus en gestion, parce que ils avaient fait le plus dur, hein, ils avaient déjà marqué un but très tôt dans le match, ça leur suffisait amplement. Donc voilà, fait important aussi dans le match à mes yeux, la sortie d'Olivier Giroud qui a été applaudi par toute la Beaujoire. C'était un moment quand même assez magique et qui nous rappelle un peu à une forme de romance dans un football devenu si business aujourd'hui. C'est vrai que c'était un moment assez touchant, assez beau, surtout quand on connaît son passif avec ce public-là à l'époque de quand il jouait en équipe de France, qu'il avait été sifflé je crois après un but, parce que c'était une période où le public français voulait voir Karim Benzema sous le maillot des Bleus, et c'était Olivier Giroud qui était préféré par Didier Deschamps. Néanmoins voilà, c'était un beau moment. Donc dans la suite du match, on a senti que Nantes ne parviendrait pas à marquer, parce qu'à chaque fois il y avait ce côté un peu trop foufou justement qui est lié aussi à cet effectif très jeune, hein. Faut pas oublier que si on enlève Anthony Lopez du 11, la moyenne d'âge du reste de cet effectif nantais est aux alentours des 22 ans. Donc c'est vraiment très très jeune. Il y a des jeunes joueurs là qui étaient titulaires qui ont moins de 20 ans, Louis Leroux, Demen Tabibou qui lui doit avoir 20 ans, Herba Guirassi, Thiel Tati, c'est plein de jeunes joueurs. Donc voilà, c'est quand même assez compliqué à Nantes. On peut aussi expliquer ce manque d'expérience là, ce manque de calme, de sang-froid
par les absences, oui, mais aussi lié au fait que si on regarde vraiment le terrain, sur tout le flanc gauche, c'est quasiment tous les jeunes nantais là qui sont titulaires sur le flanc gauche. Tabibou qui est axial gauche, Leroux qui est arrière gauche, Tilet Tati qui est défenseur central axial gauche et Herba Guirassy qui était lié gauche au moment du coup d'envoi. Donc en fait tu mets tous les jeunes du même côté, donc c'est quand même de ce côté là qu'on a pris le plus de vagues. Louis Leroux n'étant pas un arrière gauche de formation, autant vous dire qu'à chaque fois qu'il perdait le ballon il y avait un débordement assez facile. Donc voilà, c'est vrai que Nantes paye aussi le fait de ne pas avoir recruté d'arrière gauche cet été en dehors de Nicolas Kozza, qui est encore une fois un échec industriel du mercato, et je le dis depuis le début. Donc Nantes le paye assez cher et on prend toujours des vagues de ce côté là. Donc il y a eu le poteau d'Haraldsson, il aura eu une autre grosse occasion de l'Islandais en première mi-temps qu'il enverra au-dessus, et voilà. Et en seconde mi-temps ça a un petit peu continué comme ça, même si Nantes était un peu plus solide défensivement. On témoigne aussi un peu la première mi-temps de Tilet Tati qui, tout en jeunesse, en inexpérience, a fait beaucoup d'erreurs, là où en seconde mi-temps on a vu le Tilet Tati qui est pisté par le Barça. Le mec il a tenu Olivier Giroud pendant toute la seconde mi-temps, il a vraiment été sur les trajectoires du ballon. Bref, il s'est bien rattrapé sur sa seconde période, là où globalement Awaziem se fait bouffer aussi sur le deuxième but lillois. Le match d'Awaziem est un peu à oublier et à mettre de côté, même s'il a eu 2-3 relances intéressantes. Mais voilà, match vraiment compliqué pour Nantes qui s'est fait bouffer au milieu de terrain, mais qui, contrairement à Brest, on a vu un progrès dans le jeu. Il y a eu une tentative de quelque chose et Nantes a su faire mal malgré tout au bloc lillois. À chaque fois que Nantes a allongé un peu plus, à chaque fois que Nantes a arrêté de faire ces fameux gris-gris, vraiment là, dans sa propre surface, à essayer de tenter des passes un peu difficiles, alors que Lille, le pressing, il est bien rodé là-dessus. Genesio, il travaille très très bien, on le sait. Et bah, dès que Nantes a commencé à allonger un petit peu plus, dès que Nantes a essayé de tenter un petit peu plus d'aller chercher le dos des défenseurs lillois qui étaient deux trentenaires, Mbemba et Samandi, c'est quand même pas des flèches. Dès qu'on a cherché un peu plus justement à jouer sur la profondeur d'Ablin de Guirassy, Nantes a su être dangereux. Et donc je regrette qu'on n'ait pas plus tenté ça. Alors c'est peut-être en contradiction justement avec les intentions de Luis Castro qui veut toujours se reconstruire de derrière, etc. Néanmoins, quand tu n'as pas la qualité pour le faire, et comme c'est le cas à Nantes, et que tu joues un adversaire comme ça, si tu vois que tu les mets en difficulté sur du jeu long, bah je comprends pas pourquoi. Voilà, tu n'appuies pas un peu là-dessus. En témoigne un peu un coach comme Christophe Pélissier qui, pareil, a plein de très bonnes ambitions avec la JOCR. Christophe Pélissier, il a su s'adapter à son effectif qui était des joueurs assez rapides pour jouer un peu plus la contre-attaque. Alors je demande pas à Nantes de jouer bloc bas, je demande à Luis Castro d'aller jusqu'au bout de ses intentions, parce que c'est ce qu'on lui demande, c'est d'aller au bout de son identité. On choisit un entraîneur pas forcément pour qu'il s'adapte à son effectif, mais surtout pour qu'il mette ses idées en place. Et à Nantes, on a la chance d'avoir un effectif assez jeune, donc c'est-à-dire que malgré tout, c'est des joueurs qui vont se greffer au style de jeu de Luis Castro, qui je pense ont une certaine adaptation, une certaine marge d'adaptation qui est peut-être plus importante qu'avec des joueurs un peu plus âgés. Mais voilà, peut-être que Nantes paye justement le fait qu'il y ait trop de joueurs jeunes. En témoigne ce poste de numéro 6 où j'adore Mwanga, c'est certainement le meilleur au milieu de terrain hier, il jouait en numéro 8. Mais c'est vrai que moi j'aimerais avoir un relanceur qui sait toujours se placer, qui propose toujours une solution à ses défenseurs, à ses latéraux, etc. Et un mec comme ça, un peu à la Benjamin André, un peu à la Francis Coquelin quand il n'est pas blessé, ou un peu à la Valentin Rongier. Alors c'est vrai que je cite des exemples de joueurs qui sont quand même très bien cotés en Ligue 1, mais voilà, d'avoir un mec vraiment expérimenté qui est tranquille, quoi, qui est pas foufou dans sa tête, là où tu sens que c'est toujours, voilà, on est toujours à fond, ça va à 200 à l'heure dans les cerveaux des joueurs nantais. Donc voilà, un mec qui soit capable de poser le jeu. Donc voilà, et puis il y a eu un petit peu de mieux en termes de possession sur la seconde mi-temps aussi avec l'entrée de Yacine Benatab. Pour moi, ce que dit Luis Castro de vouloir avoir la possession, de vouloir avec le ballon, c'est complètement incohérent avec le fait de mettre Yacine Benatab sur le ballon, sur le banc, pardon, pas sur le ballon. Herba Guirassy par exemple, c'est un joueur vraiment de contre-attaque, de profondeur, de vitesse, mais alors par contre il est vraiment pas ami avec le ballon. Il a que 19 ans, donc évidemment il a une marge de progression, et peut-être que dans 3-4 ans ce sera bien meilleur joueur, je lui souhaite évidemment. C'est un jeune joueur, je serai pas du tout sévère avec lui, mais ce que je veux dire c'est que si tu veux avoir la possession du ballon, mettre un joueur comme Benatab sur le banc, pour moi c'est complètement incohérent. Benatab, tu le vois tout de suite, il est rentré, il fait un contrôle passe, tu n'avais pas vu ça de aucun joueur nantais depuis le début de match. Il est très serein avec le ballon, il est ami, il arrive à le garder très proche de lui, et tout de suite les défenseurs lillois, les joueurs adverses se rendent compte que lui est plutôt à l'aise avec le ballon. Donc au lieu d'aller l'agresser directement et d'aller récupérer le ballon très facilement parce que tu sais que le mec en face est pas très technique, bah là du coup ils se disent bon, à tout moment je me fais dribbler, donc je vais peut-être garder un petit peu mes distances, et c'est grâce à ça que derrière tu arrives à avoir une vraie phase de possession, parce que les joueurs adverses se méfient un peu plus, parce qu'ils savent qu'il y a de la qualité, il y a de la maîtrise.
Et donc voilà, à partir du moment où tu as de la maîtrise technique, c'est plus facile d'avoir de la possession. Pour moi, ça va de pair. Et à Nantes, on se prive peut-être du joueur qui a le plus de maîtrise technique avec le ballon. Évidemment que Yacine Benatta a d'autres grosses lacunes, peut-être sur l'aspect défensif, mais j'ai envie de dire, prenons le risque, dans le sens où ce côté droit avec Calvin Amiens, c'est quand même le côté où on est le plus solide défensivement, où on a le plus de repères, d'expérience avec Amiens, Awaziem, etc. Là où de l'autre côté, là c'est full inexpérience. Alors c'est peut-être parfois justement suffisamment foufou pour créer des décalages, des différences offensives avec des joueurs techniques. Le Route à Bibou, ils arrivent quand même à trouver des passes assez dingues. Néanmoins, c'est quand même sur ce côté-là où on a pris les plus grosses vagues. Là, sur ce fameux couloir gauche, on n'arrive pas à soigner le mal qui nous ronge, parce que quasiment toutes les occasions qu'on prend depuis le début de saison, ça vient de ce couloir gauche-là. Donc voilà, on a pas mal un petit peu débriefé déjà la rencontre. Alors mes tops et mes flops, donc score final de 0, Igaman a marqué le deuxième but en fin de match et a complètement éteint et douché les espoirs nantais de revenir dans la rencontre. Peut-être que 2-1 aurait été un score plus logique pour nos Canaries qui malgré tout auront eu quelques occasions franches. Mais il y a toujours aussi ce manque de confiance à l'image d'un Mathis Ablin qui pour moi fait un super match, mais qui n'est toujours pas récompensé. C'est quand même dingue, hein. Il a vu son penalty être arrêté par Brice Samba, il a touché 3 fois les montants. C'est quand même une anomalie de voir Mathis Ablin ne toujours pas avoir inscrit le moindre but dans cette saison de Ligue 1. Voilà, on sent que c'est vraiment un but qui pourrait lui permettre de passer le cap, quoi. Et ça se joue vraiment à rien pour le moment, et ça peut aussi expliquer cette mauvaise position du FC Nantes au classement en ce tout début de championnat. C'est aussi peut-être le manque de confiance des attaquants, parce que 5 buts en 8 matchs, oui, c'est pleinement insuffisant. Mes tops et mes flops, du coup, mes tops, je suis obligé de mettre Mathis Ablin, parce que quand il touche 2 fois les montants, c'est sur des ballons qui sont pas faciles à négocier, et il fait le geste juste à chaque fois. De toute façon, on le sent, là, sur toute la ligne offensive nantaise, c'était seul mec dangereux, hein, Mostafa Mohamed, j'ai toujours pas prononcé son nom, c'est pas pour rien, hein. 13 ballons touchés en 70 minutes, waouh, vraiment chapeau. 13 ballons touchés, c'est quasiment 13 ballons perdus, hein. Donc voilà, là où Mathis Ablin a toujours été le seul vrai danger nantais. Herbag Guirassy a apporté de la profondeur par séquence, et c'était intéressant, mais techniquement il a complètement raté son match avec des pertes de balles qui ont vraiment pénalisé la volonté de possession du FC Nantes en première mi-temps, où je pense que Nantes doit terminer la première mi-temps avec pas plus de 30% de possession. Herbag Guirassy fait partie de ces joueurs-là qui ont aucune maîtrise avec le ballon, soyons honnêtes là, mais par contre il a apporté de la profondeur, et faut le dire, je crois que les deux situations où Ablin touche les montants, ça vient de débordement d'Herbag Guirassy. Donc voilà, donc en top je suis obligé de mettre Mathis Ablin qui a été le seul vrai danger offensif du FC Nantes sur ce match. Junior Mwanga, le couteau suisse un peu du FC Nantes, peu importe la position où tu le mets, il fait un bon match. Il fait pas un match excellent, mais il fait un bon match au milieu de terrain nantais. Ça a toujours été lui, un peu à l'image de ce FC Nantes là qui n'a pas lâché jusqu'à la fin pour essayer de revenir à un but partout. Lui en était un peu le principal témoin au milieu de terrain, il se battait, il a récupéré des ballons, parfois. Alors il a perdu un ballon dangereux en tout début de match, mais sinon sur le reste, ça a été celui qui s'en est le mieux sorti balle au pied au milieu de terrain, là où Kwon et Tabibou ont été en très grande difficulté. Et puis Kelvin Amiens qui lui a fait le boulot face à Mathias Fernandez Pardo, qui est quand même un client, mais Amiens s'en est vraiment plutôt bien sorti défensivement, match solide. Après on sait Amiens offensivement c'est pas trop ça, mais au moins on a un latéral qui fait le boulot défensivement, là où de l'autre côté là le poste d'arrière gauche, là c'est le carnaval, c'est n'importe quoi, et j'en veux même pas Louis Leroux, hein, c'est pas son poste, et je maintiens qu'il est pas pire que Nicolas Cozza. J'en veux peut-être un peu plus justement aux dirigeants nantais, ou peut-être à la cellule de recrutement, de pas avoir anticipé ce problème là, là où moi à chaque journal du mercato nantais j'étais là à dire un latéral gauche, vraiment je me répétais, il fallait un latéral gauche, et Nantes n'a pas réussi à le faire, et aujourd'hui on en paye encore le prix alors qu'on est déjà rendu au 20 octobre, et on continue à le payer. Alors j'espère qu'au mercato d'hiver on sera en mesure de réajuster cet effectif avec ce poste là. Donc voilà, donc mes 3 tops du coup, Mwanga, Amiens, Ablin. Si on doit leur mettre une note, c'est peut-être 6,5 sur 10, hein, donc c'est des bons matchs sans être exceptionnels. Ça aurait pu être un très bon match d'Ablin s'il avait réussi à au moins en mettre une au fond. Malheureusement, les montants en auront décidé autrement. Comme quoi, un attaquant, ça joue vraiment à la confiance, parce que peut-être avec un brin de confiance en plus, le ballon, au lieu de toucher la barre et de s'envoler, peut-être que ça touche la barre et ça rentre. Donc voilà, c'est toujours ça. La confiance, ça joue beaucoup, et cette équipe en manque malgré tout en ce début de saison, bien que je n'ai strictement rien à redire sur l'application. Tous les joueurs sont concernés, tous les joueurs se donnent à 100%, là-dessus j'ai aucun doute. Là on pouvait avoir plus de doutes avec les salaires à 100 000 qu'on se tapait la saison passée avec Comboiré pour des résultats finalement assez similaires, hein. Donc des mecs de 19 ans font quasiment des résultats similaires à ce qu'on avait l'année dernière avec des Castelletto et j'en passe.
Donc voilà, mes flops. Je vais être néanmoins obligé de citer Chiedozie Awaziem. Alors j'aurais pu mettre Tillel Tati, mais il s'est bien rattrapé en seconde mi-temps. Et au final, ces pertes de balles en première période n'auront pas été décisives pour Lille, qui aura touché le poteau sur Haralson, qui aura eu une autre situation avec Haralson qui l'aura envoyé au-dessus. Là où la perte de balle de Chiedozie Awaziem à la 8e minute de jeu, elle est létale. C'est-à-dire que perte de balle, Haralson, 1-2 buts. Voilà, hop, on est douché. De toute façon, on le sait, dans le foot, je crois que c'est plus de la moitié des buts qui interviennent moins de 10 secondes après la perte de balle de l'équipe adverse. Donc là, bah, on est en plein dedans. Là, pour le coup, Lille, en 2 secondes, le ballon était au fond. Il y avait un 0, 8e, on était tous douchés. Ça a été très rapide. La tribune noire avait à peine le temps de descendre le tifo, qu'on était déjà mené au score. Sur une perte de balle de Chiedozie Awaziem, qui en plus de ça est encore sur la photo de famille, sur le second but lillois, où il intervient très mal sur Igaman, qui pourtant va juste tout droit. Alors Igaman, c'est un super joueur. J'aime beaucoup son profil. Mais je trouve que la défense nantaise aurait peut-être pu faire mieux. Surtout Awaziem, qui pour le coup était quand même plutôt idéalement bien placé pour être en mesure d'intercepter l'attaquant marocain avant qu'il se présente face à Anthony Lopez. Donc voilà, globalement au niveau de mes flops, Chiedozie Awaziem. Je vais également citer Tabibou. On sent qu'il voit des choses que personne ne voit. Il est capable de faire des passes. Là, j'en ai une en tête sur Louis Leroux, sur le côté où il n'a pas beaucoup de solutions. On sent qu'il va apporter. On sent que Tabibou, je pense qu'il va finir titulaire cette saison parce que il apporte quelque chose qu'on n'a pas au milieu de terrain. Et avec le début de saison compliqué de plusieurs milieux, dont Louis Leroux, qui a d'ailleurs été repositionné arrière gauche, je pense que Tabibou a vraiment à quoi jouer dans l'entrejeu. Néanmoins, là, ce match-là, on sent qu'il y a encore un gap, peut-être sur le plan physique aussi, où les Lillois ont mis beaucoup d'intensité, notamment Bouhaddi, qui a peut-être le même âge que Tabibou, mais qui a beaucoup plus d'expérience de vis, et ça s'est vraiment senti. Il a perdu beaucoup de ballons. Donc Tabibou, je vais être un peu obligé de le mettre en flop. Tabibou / Kwon, quoi. C'est vraiment le milieu de terrain dans l'ensemble, à ces deux joueurs-là qui auront perdu le plus de ballons et qui nous auront vraiment empêché d'avoir de la maîtrise dans l'entrejeu parce que voilà, ils auront perdu des ballons dangereux. Ils auront été incapables aussi de calmer un petit peu cette, je vais pas dire cette folie nantaise, mais cette non-maîtrise un petit peu des Canaries. Donc voilà, Tabibou, Kwon, les deux, je suis en mesure de les mettre en flop. Et puis bah, le Casper du match, Monsieur Mostafa Mohamed, qui hors période mercato n'est que l'ombre de lui-même. Moi j'en ai marre parce que j'ai ce sujet-là, mais on est obligé d'en parler. À chaque fois on retourne notre veste sur Mostafa Mohamed, il fait une bonne prépa, tu te dis ah peut-être. Le mercato se termine, personne n'a fait aucune offre, et bah hop, il retombe dans ses travers. Mais renvoyez-le sur le banc, là, son non-match face à Lille, mais c'était désastreux. Pour le coup, je sais même pas si c'est un manque d'application parce que j'ai l'impression que, en fait, techniquement, ce mec-là a vraiment les pieds carrés. On dit il a un bon jeu de haut but, mais alors il faut voir comment il s'est fait bouffer par Mbemba tout au long du match, justement sur son jeu de haut but. Lui, il a un ballon qui arrive, il est censé faire un contrôle poitrine, son contrôle poitrine s'envole à 4 mètres. Ah bah derrière, et derrière il fait la faute en plus. Donc bon. Aucun apport, il pèse pas du tout alors qu'il y a eu plusieurs ballons dangereux quand même dans la surface lilloise. C'est très simple, sur aucune occasion nantaise il est présent, à croire que peut-être que même lui n'a pas forcément envie d'être dans les bonnes zones. Donc voilà, c'est un non-match de Mostafa Mohamed. Moi je commence à en avoir marre de ce joueur là, et ce qui m'énerve c'est qu'on n'a aucune solution au poste de buteur parce qu'Ablin est plutôt un ailier gauche, c'est là-dessus qu'il arrive à être vraiment dangereux et à créer un peu de vitesse sur son côté. Je pense que Benatab est en mesure de créer des choses, et El Arabi là il a pas fait une très bonne entrée hier, notamment sur le plan technique, et c'est vraiment dommage parce que bon bah voilà, El Arabi on sait il peut pas jouer plus de 20 minutes par match, évidemment il a quand même 38 ans, mais là on n'a aucune solution au poste de buteur, donc bah ça m'afflige un petit peu parce que bah encore une fois, je trouve que cet effectif-là manque de qualité à certains postes clés, et c'est certainement ce qui pénalise aussi toutes les bonnes intentions de Luis Castro, qui lui n'en démord pas, il maintient, il va faire progresser cette équipe, et moi j'y crois, je pense quand même que Nantes va progresser, et les vrais matchs qui seront révélateurs, c'est ceux qui vont arriver face à Lorient, face à Metz, face au Havre, face à Angers, c'est des équipes de ton championnat, et c'est dans ces 4 matchs-là que Nantes devra faire la différence, et que Nantes devra gagner, et si on gagne ces rencontres-là, je pense qu'on pourra parler d'une première saison plutôt réussie, parce que c'est vraiment ce qu'on va attendre de Luis Castro. Si on veut construire avec lui sur le long terme, il faut faire une première saison où on arrive à se maintenir en battant les équipes dans un premier temps de notre championnat, et après, une fois que tous les joueurs sont vraiment bien imprégnés du style de jeu du coach, tu peux espérer avoir un peu plus d'ambition et créer des choses. Mais je pense que ça passera aussi par du recrutement à l'hiver, et ça c'est mon avis, parce que ce que je vois malgré tout, c'est qu'à certains postes, comme le poste de buteur, de numéro 6 où on manque d'expérience, là au milieu de terrain il nous faut un milieu expérimenté, et derrière gauche, ces 3 postes là, on a des manques. Le reste, je vois quand même des promesses, et globalement un collectif qui se veut voilà, vraiment prometteur. En tout cas c'est ce que je vais retenir de positif de ce match du FC Nantes.
Donc voilà, moi en tout cas, comme d'habitude, je reste dans le train Luis Castro. C'est un entraîneur et des ambitions de jeu que j'apprécie. Encore une fois, je rappelle hein, le comparatif avec la saison dernière où on n'avait aucune vision. Là, on sait que c'est une équipe qui essaye de progresser, qui essaye des choses, qui a des ambitions. C'est pas parfait et voilà, on a plein de bonnes ambitions, mais on manque de qualité. C'est des jeunes joueurs qui vont progresser aussi. Donc voilà, soyons patients. Une chose est sûre, c'est que là où il faudra vraiment commencer à s'inquiéter, c'est si Nantes ne parvient pas à faire la différence face à des équipes de son championnat. Là déjà, le Paris FC, pour moi, c'est un adversaire qui est bien plus prenable que le Lille qu'on a eu hier à la Beaujoire. C'est un déplacement néanmoins compliqué à Jeanbouin, il faut le dire. Dans tous les cas, tous les matchs de Ligue 1 pour une équipe comme Nantes seront compliqués. Donc voilà, il faudra être bon dès la semaine prochaine, surtout qu'il y a un enchaînement de 2 matchs. Après, il y a Monaco qui arrive. Monaco, ils sont pas en confiance. Alors peut-être que d'ici là, le match est dans 10 jours. Nantes aura moyen de faire quelque chose à la Beaujoire. Soyons patients, restons positifs, encourageons nos Canaries parce que c'est tout ce qu'on peut faire nous en tant que supporters nantais. C'est un projet qui nous parle. On a réclamé pendant des années d'un retour à l'ADN, à la formation. Hier encore, quand tu vois la belle entrée, je trouve, de Bamed Deuf, de voir des joueurs aussi jeunes. Voilà, on leur donne leur chance, on leur donne l'opportunité de jouer. Alors forcément, face à des mecs comme Benjamin André qui ont plus de 15 ans en Ligue 1, voilà, il y a une différence énorme de qualité, d'expérience, de vice. Mais voilà, aidons-les aussi à grandir un peu dans le monde du foot. Et je pense que Nantes, malgré tout, reste une très bonne école de formation. Il y a un stade magnifique et c'est bien le plus important et le plus positif et ce que je vais retenir du match d'hier. Espérons malgré tout que les Canaries parviennent aussi à redresser la barre sur le plan sportif. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce débrief vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao!